Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. À chaque jour suffit sa peine. Organes de presse fortement sous contrôle ou carrément fermés. Journalistes contraints à l'abandon de postes de travail, poursuivis ou simplement jetés en prison. Le monde des médias, sous talon, dit-on, n'aurait pas eu une existence des plus aisés. Le chantre du nouveau départ, dit-on, en aura assuré la gestion d'une main de fer dans un gant de vélo. Qu'en est-il? En tout cas, soit on rentre dans les rangs, clament certains, ou on se la boucle, se désole nombre de défenseurs de la liberté d'expression, brandissant des rapports d'RSF Reporters sans frontières, tous accablant pour le régime. Presse béninoise sous le régime Talon, le quatrième pouvoir, au creux de la vague, regard croisé de deux consommateurs de premier rang de produits de presse. Et nous en dirons ce qu'il en est. En tout cas, nos invités d'hier ont accepté nous accompagner. Ce débat est la chute logique des questions de liberté individuelle et collective. Là, nous parlons liberté de presse. Monsieur Richard Blaka, oui, vous devinez aisément, il est encore à nos côtés ce matin, enseignant, acteur politique de la mouvance. Il est membre fondateur du BR. Richard Blaka, bonjour. Bonjour, monsieur Tandy. Merci pour la disponibilité renouvelée. Merci. En face de vous, oui, votre compagnon d'hier, monsieur Aimé, bienvenue à Volontaire, qui n'est vraiment plus à présenter. Il est analyste des dynamiques de politiques africaines. Monsieur Aimé, bienvenue à Volontaire. Bonjour. Bonjour, monsieur Yetonji. Bonjour, monsieur Aglaka. Et une fois encore, je renouvelle mon bonjour à vos auditeurs. Ils vont répondre à leur façon. Depuis 90, mesdames, messieurs, ils seraient restés parmi les médias les plus libres du continent africain. Il s'agit là de la presse béninoise. 4 ans sont passés. Patrice Talon, un peu plus tôt, promettait faire en sorte que cette liberté tant saluée, cette presse tant adulée, puisse revêtir des couleurs encore plus ondoyante. À quelques mois de la fin de son mandat, que peut-on vraiment dire? En tout cas, avant d'aller au fond du sujet, votre première réaction lorsqu'on vous parle aujourd'hui de la presse sous l'angle de la liberté de presse, qu'est-ce que vous êtes souvent tenté de dire? Je vais simplement vous répondre que la porte se porte très bien. Vous avez dit tout à l'heure que hier, c'était l'Eldorado, tout était rose, et qu'aujourd'hui, c'est pratiquement le contraire. C'est faux. C'est faux parce que tout à l'heure, on va peut-être parler des chiffres. En 2005, le Bénin était 23e. En 2006, 23e selon le classement de Reporters sans frontières. Et déjà, en 2007, du 23e rang, on s'est retrouvé au 53e rang. Ça fait un décalage de 30 places. Et pour continuer, de 2007 à 2008, de 53e rang, on est allé au 70e rang, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, jusqu'en 2005, effectivement, la presse béninoise était adulée de par le monde, mais à partir de 2006, je suis désolé, c'est le recul des libertés de presse. On va en parler, si vous voulez, en détail tout à l'heure. Merci bien. Oui, la presse, aujourd'hui, quel est le regard que M. Avolontaire, l'un des consommateurs de produits de presse, porte sur sa situation? Je vais parler d'abord, je vais attirer l'attention sur le Code de l'information et de la communication qui a été adopté en 2015 sous le président Yahi, qui dépénalise le délit de presse et d'opinion. OK? Et je vais venir, puisque mon cher ami parle de classement de Reporters sans frontières, je suis assez curieux qu'il se soit arrêté juste au moment où il fallait continuer pour nous parler de ce qui se passe sous le régime Talon. Puisque nous avons rejeté, le peuple a rejeté en fait Yahi et tout candidat promu par lui et a adopté soit directement, soit par la force des choses, le programme du président Talon, eh bien, on s'attendrait à ce que l'on ne fasse pas référence à soi dans ses errances par rapport aux libertés de la presse, qu'on ne fasse pas référence à un passé, ou alors qu'on fasse référence à cela
juste en montrant que l'on a amélioré les choses. Sur 180 pays, le Bénin était 78e en 2016-2017. Le Bénin, en 2018, 84e sur 180 pays. Le Bénin, en 2019, 96e. Et je vous le dis, en fait, des informations de coulisses, le Bénin sera 112e cette année, enfin, pour le rapport, probablement, pour le rapport 2020. Et mon vis-à-vis est fier de dire que les choses se sont améliorées. En tout cas, pour moi, l'amélioration, c'est dans son inscription dans une zone d'excellence et non dans une zone de casse. En tout cas, 90 aura sonné l'heure de la libéralisation de l'espace médiatique en général. Et j'imagine que vous êtes tous d'accord, la libéralisation de l'espace médiatique. Avec pour premier avantage, mesdames, messieurs, la diversité des opinions, qui reste un maillon important en matière de liberté de presse. Alors, monsieur Agbaka, sur la question de diversité d'opinions à travers les médias, vous êtes beaucoup satisfait aujourd'hui pour ce qui vous est servi? Avant de répondre à cette question, puisque mon vis-à-vis a évoqué tout à l'heure quelques chiffres, oui. Essayons de faire une petite analyse comparative. Ok, allez-y. Je le disais tantôt, en 2006, on était 23e. En 2007, 53e. En 2008, 70e. En 2009, 72e. Pour m'arrêter là. Là, je prends les 4 premières années. Du 23e rang, on s'est retrouvé au 72e rang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons perdu au total 49 places. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et je vais revenir peut-être en détail sur exactement ce qui s'est passé sous ce régime défunt. Et prenons 2016. On était 78e. 2017, 78e. C'est stable. On n'a pas évolué outre mesure. On n'a pas perdu non plus de place. 2018, 86e. Je suis 84e, pardon. C'est vrai, on a perdu 6 points, 6 places. Et 2019, comme il le disait tantôt, 96e. Quand je prends le total du nombre de places perdues sous le régime Talon, ça fait 12 plus 6, ça fait 18 places que nous avons perdues. Et quand je vais de l'autre côté, pour les 4 premières années du régime Yaya Boni, nous avons perdu 30, 17, 2, ça fait au total 49 places. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, comparativement au début de ce mandat, on va parler peut-être du deuxième quinquennat de Yaya Boni et revoir encore les chiffres. Au début de ce mandat, quand on va comparer les deux régimes, on va se rendre compte que la liberté de presse est mieux appréciée aujourd'hui par Reporters sans frontières. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé sous Yaya Boni? Attendez, mais lorsque l'on vient remplacer Yaya Boni dans une condition comme celle-là, avec votre engagement de mieux faire, est-ce que les chiffres-là sont suffisamment satisfaisants pour vous? Les chiffres ne sont pas satisfaisants. Okay. Les chiffres ne sont pas satisfaisants. On aurait pu mieux faire. Okay. Mais ce qu'on va constater, c'est qu'on a perdu moins de places en 4 ans qu'on en a perdu, parce qu'on a perdu là maintenant 18 places. Et alors que la même période, 2006 et 2009, on a perdu 49 places. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons d'abord l'ORTB, qui est la chaîne publique, puisque nous parlons de liberté de presse. Oui. Quand je prends l'ORTB à l'époque, tout le monde est d'accord aujourd'hui que l'ORTB a été caporalisé, a été muselé. Les journalistes n'avaient pas vraiment la liberté d'expression. Le traitement de l'information n'était pas équitable. La conséquence, à long terme, c'est d'abord la démission de la Red-Chef, Madame Ballet, en 2010. Et puis après, disons, ces pétitions, au total, 3 pétitions qui ont été signées pour demander un traitement plus équitable de l'information au niveau de la chaîne de télévision publique. Et puis cette lettre adressée au DG à l'époque, c'était M. Julien Apaki, pour dénoncer évidemment ce musellement, si le mot n'est pas trop fort, de la presse. Et qui étaient les signataires de cette lettre? On va retrouver des journalistes comme Francis Zosso, Philippe Nissek, ou encore Nikes Mingel, André Johnson, Marc Chamon, etc., etc. Et
ça va continuer au point où, en 2015, Ozia Sonvo, lors du journal télévisé de 23 heures, alors que le chef de l'État était encore à Paris pour une marche contre le terrorisme après les attentats de Charlie Hebdo, a été obligé de dénoncer en direct ce qui se passait dans le pays en ce qui concerne la liberté de la presse. La conséquence, c'est que 2 mois plus tard, notamment en mars, il va se retrouver exilé aux États-Unis. Et les exemples sont légion. Les exemples sont légion pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, en ce moment, la presse a été, que ce soit la presse privée ou la presse publique, toute la presse a été récupérée pour la propagande de ce régime qui était appelé régime du changement. Aujourd'hui, au niveau oui. des presses privées, par exemple, il y avait ce contrat, tout le monde s'en souvient, comme si c'était hier, il y avait ce contrat qui contraignait la presse privée à faire la propagande du régime. Et lorsque Canal 3, par exemple, a voulu faire la tête, vous avez suivi tous cette question de redressement fiscal qui a contraint pratiquement la chaîne de télévision a été obligée de se remettre dans les rangs, sans quoi ils auraient eu tous les problèmes de ce monde. Le consommateur que vous êtes, toutes ces pratiques sont-elles aujourd'hui bannies? Vous me laissez terminer. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Je vais vous citer... dans la droite ligne, voilà, parce que vous avez présenté des faits, c'est important de le savoir. Vous êtes très proche des animateurs avec ce que vous dites là, et c'est important. J'ai dit, j'ai des consommateurs de qualité, de premier choix sur ce plateau, et je dis, tous ces faits qui sont vraiment regrettables, aujourd'hui, avez-vous l'impression qu'ils sont bannis ou toujours d'actualité? Justement, si j'évoque que je fais cette comparaison, c'est parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce schéma. Et je vais vous citer ce communiqué, une partie de ce communiqué qui date de 2011, signé par Gustave Anator de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, qui disait ceci: pour avoir osé critiquer la dispersion de l'Assemblée nationale par son président avec l'aide des hommes en armes, des journalistes ont été passés à tabac à l'Infosec. Pour avoir l'outrecuidance de couvrir une manifestation de l'opposition à Cotonou, des journalistes ont été bastonnés à sang. Pour avoir eu le culot de publier des articles ou de couvrir des manifestations qui dénoncent le hold-up électoral, la HAC a sorti son visage hideux, celui du 4e pilier du pouvoir autocratique de Yahya Boni, en tentant de mettre les libertés d'expression et de presse conquises au prix du sang et de la guerre et de la sueur, de haute lutte par les peuples du Bénin sous ses bottes. Et donc, on va constater que le pouvoir à l'époque avait cultivé ce qu'on appelle le mythe de la personnalité. Le journal télévisé à l'ORTB durait environ 1 heure, 40 minutes étaient consacrées aux activités de chef de l'État. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons constater? L'Union nationale, l'UN, qui était un parti de l'opposition à l'époque, ne pouvait même pas accéder au plateau de la télévision. Aujourd'hui, on va se rendre compte que, d'abord, on voit très rarement le chef de l'État à la télévision, donc ce culte, c'est du passé. Est-ce que l'opposition accède au plateau de la chaîne publique? La réponse, c'est oui. Et je vais vous donner juste un exemple. La nuit de l'indépendance, j'ai capté par hasard le RTB et qui je vois sur le plateau, je vois M. Kouchadé, qui est de l'opposition, qui a été DG au NAB et qui parlait au nom de l'opposition. C'est formidable. Moi, j'ai eu la dernière fois sur GovTV comme contradicteur M. Azatassou, et alors que le débat était très ouvert. À l'époque, ce n'était pas possible. De la même manière, ici, là où nous sommes, on va se rendre compte que moi, je viens souvent ici, et je viens ici avec plaisir, parce que je sais que la liberté de presse est une réalité et qu'on peut venir défendre les positions, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, tout en respectant, et c'est ce que je reprochais tout à l'heure à mon cher ami, et tout en respectant l'autre, parce qu'un débat télévisé, ce n'est pas une tribune d'injure. Voilà ce que je vais dire. Merci. Monsieur Avolontor, oui, vous avez suivi tout le développement. Je ne fais pas de relance. Vos éléments d'appréciation. Je rappellerai à mon cher ami qu'au moment où le président Talon héritait
de la présidence de ce pays, nous avions 130 périodiques, 80 quotidiens, plus d'une centaine de radios, une révolution bouillante de chaînes radio et télévision web, plus d'une dizaine de chaînes de télévision, etc., etc. Et là, je le ramènerai maintenant, en fait, en face de ses propres contradictions, qui ne sont pas des insultes, hein, de toutes les façons, enfin, chacun apprécie les choses comme il le veut. Êtes-vous au courant, et vous me laisserez finir, êtes-vous au courant, monsieur Aglaka, de l'élaboration des lettres de cadrage qui définissent les angles de traitement des informations, ce qui uniformise le tout, amenant donc, par exemple, la plupart des journaux de la presse écrite au Bénin qui vont produire les mêmes titres, les mêmes photos, les mêmes fautes d'orthographe, s'il vous plaît. Êtes-vous au courant du piratage des fréquences et des sites des organes de presse qui s'illustrent dans l'offre de parcelles de l'information et non de la communication du gouvernement? Êtes-vous au courant des fermetures des organes de presse qui cherchent à valoir une quelconque indépendance? Soleil FM, Nouvelle Tribune, Sika TV, vous dites que vous prononcez sur Sika TV. Sika TV n'eût été la possibilité de liberté de presse dans d'autres pays où est inscrit désormais son organe de gestion, je dirais, politico-institutionnelle. Sika TV ne serait pas en train de mettre pour que vous y soyez aujourd'hui. Êtes-vous au courant? Êtes-vous au courant de la Nouvelle Tribune? J'aimerais qu'on revienne sur le cas de la Nouvelle Tribune tout à l'heure, qui est un cas d'école. Êtes-vous au courant des poursuites judiciaires et mises en détention contre forte condamnation des journalistes à des peines de privation de liberté, parfois à travers des décisions qui laissent complètement stupéfaits? Ilias Sossou, Kazmi Pedjo, Aziz et Morou et bien d'autres. Êtes-vous au courant du code de l'information et de la communication qui dépénalise les délits de presse, mais que vous avez contourné avec votre fameux code du numérique? Les chaînes nationales, vous dites que ce n'est plus des chaînes de propagande. Mais j'en ris, monsieur Aglaka. J'en ris de douleur parce que, appartenant au même corps que vous, et vous entendre tenir ce genre de propos me fait mal. Êtes-vous au courant des menaces et brimades des professionnels de la presse? Je vous donne un exemple précis. Emmanuel Sodji, correspondante de France 24, ainsi que de son assistant, Aparakou. Êtes-vous au courant? En fait, êtes-vous au courant de l'interdiction du sitting des journalistes devant les locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication le vendredi 13 janvier 2017, où ils ne cherchaient tout simplement qu'à protester pacifiquement contre la suspension de Soleil FM, Sika TV, Eden TV, iTélé, etc. Êtes-vous au courant? En fait, c'est un peu comme si vous appartenez à une autre planète que les citoyens de ce pays-là. Ou alors, c'est un peu comme si vous êtes vraiment convaincus qu'ils sont tous des gougounes à acheter les discours que vous servez. Parce qu'en réalité, si vous êtes au courant de tout cela et que vous vous penchez sur une critique positive ou négative de l'avancée ou non de la presse et que vous vous concentrez sur Yahi Boni. Mais l'époque de Yahi Boni est passée, fermée depuis le 6 avril 2016, mon cher ami. L'époque Yahi Boni est fermée depuis le 6 avril 2016. Parlons de ce qui se passe actuellement, où de 72e, vous serez bientôt dans ce pays à 112e selon le classement de Reporters sans frontières, qui n'est pas la Commission béninoise des droits de l'homme que vous pouvez contrôler comme vous voulez, dont vous pouvez contrôler les sorties de rapports. Êtes-vous au courant que pour avoir donné des chiffres puisés sur le site du ministère des Finances, Kazmi Pedjo vit le martyre de report de son procès en report de son procès
jusqu'aujourd'hui. J'aimerais, monsieur le journaliste, s'il vous plaît, que vous nous donniez le temps de parler de la Nouvelle Tribune, parce que le cas de la Nouvelle Tribune, il faut le détacher de tout l'ensemble. On y est, vous pouvez ouvrir le débat sur Nouvelle Tribune, vous permettez, vous pouvez ouvrir le débat sur Nouvelle Tribune, votre vis-à-vis prendra le temps, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, de réagir aussi juste après. Vous avez la parole, on peut ouvrir rapidement la parenthèse. Alors, en fait, le cas de la Nouvelle Tribune, comme je le dis, est vraiment un cas d'école et est symptomatique de cet état voyou. C'est le président Talon lui-même qui l'a dit pendant le débat avec Lionel Zissou qu'un État qui ne respecte pas ses décisions de justice est un État voyou. Dans quel État sommes-nous? En fait, c'est peut-être au-delà même de la voyoucrasie, puisque la situation de la Nouvelle Tribune a un double intérêt. D'abord, celui de la démarche pédagogique, mais aussi confronter le régime à ses propres contradictions. Je ne sais pas si M. Aglaka le sait, mais le 23 mai 2018, par décision 18-024, par HAAC, la Nouvelle Tribune a été suspendue. Et le promoteur, dans une démarche citoyenne, dans tout état de droit, a saisi la justice, tout simplement. Et la Cour d'appel, en infirmant la décision du juge de première instance qui s'était déclarée incompétente, a, dans un délibéré, condamné la RAC et ordonné le rétablissement immédiat du journal sous peine d'astreinte combinatoire de 500 000 francs de jours de résistance. C'était le 23 mai 2018. Le promoteur est toujours en attente de son rétablissement dans votre société des libertés bien respectées, Monsieur Aglaka. Le promoteur est toujours en attente et qui paiera la note des 500 000 par jour, 500 000 CFA par jour. En fait, cet exemple de la Nouvelle Tribune montre à suffisance que nous sommes dans une situation de guerre absolument affichée contre tout ce qui est pan de la démocratie de ce pays. Et le président Talon ne s'en cache pas. C'est pour cela que je vous dis, harmonisez un peu vos discours avec cette sortie à lui, sa sortie publique. Retournez dans l'entrevue qu'il a accordée à Jeune Afrique, où il a nié tout, sauf des affaires cohérentes, puisqu'il dit lui-même quelque chose et en même temps son contraire, en fait. Bon, en fait, vous êtes également dans ce même jeu. Je comprends. En fait, la fameuse formule, vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire, est plus que de mise lorsqu'on regarde l'état décrépit de la presse béninoise aujourd'hui. Et c'est triste de vous entendre dire. En réalité, c'est quoi? Vous avez mis en place tout ce qui constitue les baillons dans un régime totalitaire. Et les régimes totalitaires, vous savez, quand vous lisez, vous vous instruisez un peu à vous cultiver, vous allez voir que en réalité, les régimes totalitaires, ce sont des régimes prédateurs de l'économie des pays dont ils sont les despotes. Merci, monsieur Avolonta. Vous êtes fait suffisamment clair sur la question de la Nouvelle Tribune qui vous tient à cœur. Monsieur Aglaka, assez d'éléments aussi exposés comme vous l'avez fait. Je ne sais pas, vous commencez par la Nouvelle Tribune ou vous remontez? Non, je ne voudrais pas me prononcer sur la Nouvelle Tribune. Pourquoi? Parce que lorsque la justice est sur un dossier inutile, et il dit que la justice a tranché de ce dossier et que l'organe devrait commencer par... Je ne veux pas me prononcer sur ce cas. Par contre, ce que je voudrais lui dire, c'est ceci. Il a évoqué des chiffres, qu'on avait un certain nombre d'organes qui existaient sous le régime précédent. Il me reprochait de parler du régime précédent et lui-même, pour justifier son discours, il est obligé de revenir sur ce régime président. On n'a pas le choix. On ne peut que comparer pour tirer les conclusions. Comment est-ce que cette pléthore, cette kyrielle d'organes de presse a été créée? En réalité, c'était l'œuvre du palais à l'époque. C'était l'œuvre du palais à l'époque. Tous ces organes de presse, est-ce qu'on en avait même besoin
C'était créé à dessein. C'était créé à dessein et géré par le palais pour effectivement faire la propagande des actions, disons, bancales du régime d'alors. Donc, quand je prends la presse en ligne, à l'époque, on n'avait que deux, l'Araignée et Bénin Info. Avant 2006, l'Araignée et Bénin Info étaient effectivement des organes qui permettaient d'accéder aux informations. L'Araignée était même interactif. Et dès l'avènement de ce régime, ça a changé de position. Bénin Info également a changé de position. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ça a été créé de fait par le régime précédent pour pouvoir gérer le pouvoir de manière autocratique. Et c'est normal, puisqu'ils ont perdu finalement après mes tentatives, d'abord de modification de la Constitution, et puis après un dauphin qui a été rejeté par l'ensemble du peuple béninois, c'est normal que ces organes disparaissent d'eux-mêmes. C'est ce qui a été fait. Donc, ce n'est pas médiatique. Ce n'est pas que quelqu'un a contraint un organe à fermer ses portes. C'est faux. Pour les cas de fermeture, en tout cas, le cas Nouvelle Tribune, vous avez dit vous ne vous prononcez pas là-dessus. Vous me permettez, il a évoqué des noms. Il a évoqué des noms, etc., etc. Mais vous voulez qu'on retourne en arrière pour voir ce qui s'est passé? Allons-y dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé. Ok, oui, vous avez choisi un premier point. Je voudrais prendre un autre et vous demander votre réaction. Il a évoqué le cas de fermeture d'organes, parlant de pluralité. Il a cité des cas qui, quelque part, restent d'actualité. Le cas Soleil FM, par exemple. Vous, quand vous observez, vous avez vécu ça comment? Vous voyez... Avant ça, il y a eu brouillage de ces ondes en presté. Je ne parlerai pas de brouillage, non, de fréquence, etc. parce que je n'ai pas les preuves. Je n'ai pas les preuves. Vous arrivez dans le temps à suivre Soleil FM quand par contre, je suivais régulièrement Soleil FM. Vous n'avez jamais vécu le brouillage? Peut-être au moment où ça se passait. Moi, je ne suis pas collé à cette station de radio 24/24. Je suis désolé. Mais par contre, ce que je voudrais dire par rapport à sa suspension, je crois que le motif est clair. C'est une question de renouvellement de convention. Le motif est assez clair. Donc, pourquoi? Moi, je crois quand même que... Et ça va... C'est notre souhait. Soleil et FM va retrouver sa convention. Je le souhaite vivement. Parce que nous avons besoin, comme ce qui se passe ici, d'autres sons de cloche. Et maintenant, ce n'est pas parce que nous avons besoin d'autres sons de cloche que nous n'allons pas respecter les clauses des contrats. Pour le consommateur que vous êtes, et je sais que vous lisez beaucoup, vous savez que ça n'était pas dans les clauses de contrat, ce qui s'est passé, ce qui a été annoncé. C'était une question de signature. Qui a signé au départ et qui vient signer après? Ça pose un problème de droit. Le démocrate que vous êtes, vous êtes démocrate et puis un homme de droit. Mais pensez-vous, le démocrate que vous êtes est légaliste, que pour ça, il fallait fermer un organe? Pour quelqu'un qui prône la pluralité d'expression. On n'a pas fermé sur le FM ne met plus. Non, c'est une suspension. Une suspension non, il fallait suspendre. Une suspension n'est pas une fermeture. Je suis désolé. Il fallait suspendre, la radio ne met plus. Donc une suspension, ça je crois quand même que quand Soleil FM va remplir toutes les conditions, toutes les formalités, forcément, il va émettre à nouveau. Ça, c'est notre souhait. Mais on ne peut pas, parce que c'est un organe de presse de l'opposition, alors... fermer les yeux sur les formalités administratives, fermer les yeux sur les démarches administratives. Je voudrais passer l'éponge, mais là, vous allez un peu loin. Je m'en voudrais de ne pas vous poser la question parce que les confrères ne comprendront pas. Vous savez très bien que vous parlez du promoteur. Le promoteur a aujourd'hui le titre d'exilé politique. C'est de notoriété publique. Et dans une condition comme celle-là, vous savez ce que c'est qu'un exilé politique, qu'il descende sur le terrain pour signer un document. Pourquoi vous parlez d'exilé politique? Non, mais c'est pas moi qui le dis, vous le savez. C'est officiel. Ça, je vous le concède. Moi, je ne parlerai pas d'exilé politique. Lorsque vous avez des problèmes avec la justice de votre pays, vous répondez des faits qui vous sont reprochés en tant que patriote. Donc, mais je ne vais pas aller plus loin que ça. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Dans tous les cas, aujourd'hui, et il disait tout à l'heure qu'il y a télé, d'MTV, mais toutes ces chaînes émettent régulièrement. Et moi, je suis sur ces plateaux. Je suis régulièrement sur ces plateaux. Pourquoi il veut faire croire à l'opinion publique, à l'opinion internationale que ces chaînes... Il a parlé de choses qui s'étaient passées. Non, mais ça dit... Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Vous voulez qu'on fonctionne dans le désordre,
qu'on avance dans le désordre sans respecter les tests qui existent. Non, je suis désolé. Donc ce qui s'est passé, c'est pour... Je suis désolé. Lorsque vous ne respectez pas les tests, on est obligé de vous ramener à l'ordre. Alors, il peut parler, on reste dans son registre. Mais journaliste, s'il vous plaît. Vous voulez vous prononcer ce qu'il a dit. Quand il a cité des noms, beaucoup de noms, etc. Ça vous tient à cœur. Allons-y un peu en arrière, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous vous souvenez de Andoche Ameïsé? Vous vous souvenez de Richard Kouazotti? Vous vous souvenez de Vigile Limpon? Vous vous souvenez des responsables du quotidien La Diaspora de Saba? Vous vous souvenez de Sulpice Oscar Baguidi? Vous vous souvenez de tout cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez dire qu'on peut reproduire les mêmes erreurs? On n'est pas en train de reproduire les mêmes erreurs. Au contraire, on est en train de bannir de notre, existence, de l'histoire de notre patrimoine de presse, ces pratiques. C'est des arrestations, comme ce que vous non, justement. Non. Hier, c'était pour on parlait de délit d'opinion. Hier, c'était... Aujourd'hui, il n'y en a plus. Comment est-ce qu'on publie un article sur la fille du président, par exemple? On publie un article sur la femme du président, et puis après, on doit se retrouver en prison. Vous voyez, ça pose un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas encore prêts à aller dans le sens de la démocratie. Regardez tout ce qui se dit sur... Aujourd'hui, est-ce que le BD est prêt? Aujourd'hui, oui. Mais je suis la revue de presse ici. Vous émettez d'ici, de Cotonou. Non, on n'aimait pas de Cotonou. C'est deux choses différentes. De toute façon... L'émission se fait depuis Paris. Il y a une structure de production à Cotonou. Très bien. Bref. Oui. Ce que je constate, c'est que quand je suis vos revues de presse, mais regardez, toutes ces presses-là sont des presses qui existent sur le territoire national. Ces presses de contradiction, ces quotidiens que vous utilisez pour vos revues de presse, sont produits, sont émis ici, à Cotonou, au Bénin. Et pourtant, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Qui ne critique pas le gouvernement? Tout le monde critique ce gouvernement. Librement. Maintenant, et c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque vous franchissez certaines bornes, vous allez répondre de vos actes. Nous sommes dans un état de droit. La démocratie, ce n'est pas un désordre. Ce n'est pas un marché de désordre. Il faudrait que ça soit clair dans la tête des uns des autres. Alors, monsieur Avolonta, voilà, c'est les questions de borne qui rattraperaient les professionnels des médias pour ce qui vous indispose. Il faut revisiter les tests. Sur la question des tests, vous avez des éléments d'appréciation? Les tests, en réalité, comme vous le savez exactement, comme les lois interprétatives, sont sujettes à création de faits au besoin. Mais je voudrais rester essentiellement dans ce que M. Aglaka disait tout à l'heure. Je vais lui demander si, il refuse d'aborder les questions justement de fond et préfère parler de la période Yahi Boni. C'est triste, c'est un peu comme si son voisin giflait régulièrement sa femme et lui se dit, bon, mais puisque mon voisin gifle sa femme, eh bien moi, à coups de bâton et de gourdin, je battrai la mienne. Et ce ne serait pas plus grave que ça. C'est exactement ce que Aglaka est en train de nous dire. Mais le piratage des fréquences de Soleil FM, en fait, non. Venons-en au renouvellement de l'agrément de Soleil FM. Monsieur Aglaka, je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous apprendre que Soleil FM a introduit la demande de renouvellement de son agrément fin juillet, début août 2019. J'avais la date, mais je ne l'ai plus en tête. C'est-à-dire 6 mois avant ce fatidique mois de décembre 2019, où on lui apprend que non, son agrément ne lui sera pas renouvelé. Sika FM, où vous êtes en ce moment... Pour quel motif? Pour quel motif? Pour quel motif? Oui. Non, pour quel motif? Pour quel motif on ne pouvait pas lui renouveler son agrément? Mais il a introduit la demande 6 mois avant. Vous ne répondez pas à la question. Pour quel motif? Pour les corriger. Décidément, vous faites exactement la même chose, vous deux, là. Oui, monsieur a longtemps évolué très rapidement pour qu'on passe à un autre aspect du sujet. Alors, Sika FM, je parlais de Sika FM. Vous êtes très heureux de venir vendre... Dans l'espace médiatique béninois, vous voulez dire autre chose, il me semble, hein? Sika FM, c'est quoi ça encore? Mais
Sika FM n'est plus de juridiction béninoise. C'est la seule façon pour Sika FM de pouvoir vous recevoir sur son plateau, monsieur. Vous ne le savez même pas. Vous ne le saviez même pas. Vous refusiez de parler de la nouvelle tribune. Je vous demande, dans ce pays où vous dites que chacun va répondre de ses actes, le gouvernement, à quel moment est-ce que la nouvelle tribune sera rétablie dans ses droits et que le gouvernement lui paiera les 500 000 par jour? À quel moment est-ce que la HAC se conformera à la décision de justice de 2018? Nous sommes à plus de 2 ans, M. Aklaka. C'est quand même ahurissant ce que vous dites là. Et le code du numérique, vous êtes venu faire supplanter au code de l'information et de la communication qui dépénalise le délit de presse. Tout au moins, le régime des faits dont vous parlez tant, nous l'a laissé en 2015, ce code de l'information et de la communication qui dépénalise le délit de presse et d'opinion. Aujourd'hui, il faut avoir le courage d'Hercule que les jeunes journalistes comme Kazmi Pedjo, Ignace Sossou a rapporté in extenso les propos du procureur. Les propos du procureur. Il n'a pas déformé, il les a rapportés. Et le procureur a tenu ses propos dans un espace public. Et en tant qu'agent d'information, Ignace Sossou a mis à la disposition de ceux qui n'étaient pas dans l'espace de cet espace public, à un public plus grand, les propos tenus par le procureur. Ignace Sossou aujourd'hui, sa condition, vous le savez. Et vous me parlez de quoi, monsieur? En fait, ces débats, finalement, je me demande si ce n'est pas... Enfin, bref, tout simplement pour vous dire, monsieur Aklaka, qu'il y a un moment où notre métier, l'enseignement, c'est le métier le plus noble qui soit. Mais en même temps, le métier le plus exigeant du point de vue moral. Je veux qu'un commerçant comme Patrice Talon raconte ce qu'il veut, à qui veut l'entendre. Mais quand je vois des enseignants comme Djobenu faire et dire ce qu'il est en train de faire, c'est vrai, vous me direz, il est quand même passé professeur titulaire la semaine dernière. Bravo. Quand je vous entends tenir les discours, ce n'est même plus circulaire, c'est ascendant-descendant totalement. Que vous tenez, vous n'êtes pas nécessairement, je suis désolé de le dire de cette façon, je ne veux pas être brut, je vous assure, je ne veux pas être brut. Mais vous n'êtes pas en train d'honorer le corps auquel nous appartenons. Parce que le corps auquel nous appartenons, c'est ce corps-là qui forme les esprits à la liberté de penser, à la liberté de conception de la vie et à la mise en route de cette conception-là. Le métier d'enseignant, c'est un métier trop noble pour mériter d'être d'être traîné dans ce dans quoi vous êtes en train de le traîner. Regardez par exemple la question des aspirants. Je ne veux pas faire du hors-sujet. Merci, monsieur. Avant longtemps, oui, la presse béninoise à l'aune du code numérique, faut-il vraiment revoir ce test? Avant de revenir sur votre question, je lui disais tout à l'heure d'être un peu plus courtois dans ses propos. Ce n'est pas, je suis désolé, il n'est plus dans le... Il me fait des reproches, mais lui, il est enseignant. C'est un enseignant qui parle comme ça. Lui, il a de la méthode dans ce qu'il dit. Il a de la méthode. Lui, il veut donner des leçons à qui? Si c'est comme ça qu'il enseigne dans les amphithéâtres là-bas, qui va le suivre en fin de compte? Je crois quand même qu'on doit quand même pouvoir avoir du respect les uns pour les autres. C'est important. Jusqu'à aller indexer le professeur Djobenu, je crois qu'il va trop loin. Et c'est ce que nous reprochons à l'opposition. C'est-à-dire... Si vous devez appliquer une sanction éventuellement, c'est ce qu'on reproche à l'opposition. Vous m'avez entendu. C'est-à-dire que, au lieu d'être concret, parce que le rôle de l'enseignant également, c'est de transmettre le savoir de façon concrète. Ce n'est pas le cas. Quand il ne met pas de Sika FM, des choses qui n'existent même pas,
lui, il veut donner des leçons à qui? Ça, c'est un enseignant, lui. Moi, je lui concède tous ses titres. Alors, mais je suis désolé, un enseignant ne parle pas comme ça, je suis désolé. Vos questions d'enseignants, on les met en compte. C'est regrettable. Non, c'est regrettable parce que j'ai tout fait. Oui, nous vous avons suivi tous deux. Pour ne pas aller sur ce côté-là, mais je suis désolé. Oui, je vous informe que désolant, on sera obligé de se séparer, mais avant de se séparer, je m'en voudrais de ne pas quand même vous le demander, oui. Il a cité le cas Ignace Sossou, Kazmik Pédior qui continue d'aller et revenir devant les tribunaux, Ignace Sossou qui a dû puger ses peines. Vous avez vécu ces cas-là, comment? Et vous continuez d'observer le cas Kazmik Pédior. Vous voyez, c'est ce qui est regrettable. C'est qu'on revienne, on tourne en rond sur... Ah, pour vous, c'est des dossiers classés? S'il vous plaît, on tourne en rond sur les mêmes questions, comme il est en train de le faire, en train de répéter les mêmes choses depuis le premier débat jusqu'au second. C'est les mêmes choses qu'il répète. Il répète, il a écrit, il lit. Il a rédigé des choses qu'il essaye de lire. Et c'est pour ça d'ailleurs que, il est limité dans ses analyses. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est des banalités. Comment vous l'appréciez en tant que citoyen? Je le répète, je l'ai déjà dit et je vais encore le répéter. Oui. Lorsque des affaires sont pendantes devant des juridictions compétentes, pourquoi vouloir se prononcer sur Monsieur Blaka, le Ignace Sossou n'est plus devant les juridictions. Non, mais aujourd'hui, si vous devez apprécier. S'il vous plaît. On apprécie quand la justice boucle. C'est fini. Mais vous voulez faire quoi encore? Sérieux? Mais il y a encore des voix qui existent. Il y a des voix de saisie qui existent. Il y a des voix d'appel qui existent. Ce n'est pas à moi de dire ce que vous n'aimerez pas apprécier. Voilà. Alors, on est à un carrefour. Si vous devez vous projeter dans l'avenir pour cette presse considérée comme quatrième pouvoir, que diriez-vous? Je vais demander à mes chers amis journalistes, vous allez conclure, d'être beaucoup plus professionnels. Et quand bien même, et ça c'est regrettable que au Bénin, des journalistes ont des positions politiques. C'est regrettable. Parce que le rôle du journaliste, c'est d'apporter l'information de façon objective. On va se rendre compte qu'au Bénin, on a des journalistes qui sont beaucoup plus vers l'opposition, beaucoup plus vers la mouvance, etc. Tant que ça sera le cas, on aura toujours les mêmes problèmes. Donc, je vais demander aux journalistes d'être beaucoup plus professionnels et de savoir que le métier est un métier très noble et que même s'il n'arrive pas à nourrir son homme, tout comme le métier d'enseignant, il va falloir être professionnel. Merci à vous. Soyez professionnels, chers confrères. Oui, le professeur Volontaire, pour conclure, avec une projection pour cette corporation, le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir que j'appelle premier pouvoir en réalité, c'est pour cela que c'est le pouvoir à museler. Et la liberté de presse est l'âme de la démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans liberté de presse. Et on croyait avoir vaincu la fatalité. Contrairement aux espérances du rapport de la conférence nationale, mon ami dit que moi je lis. Il n'est pas dans mon niveau pour le savoir, mais bon, enfin. Sauf que les peuples savent s'affranchir des despotes. Et cela me rassure. En fait, la liberté relève d'un droit naturel. Où la liberté est naturellement vécue, ou elle est spontanément arrachée. Quand la douleur que sa privation insuffle arrive suffisamment à maturité pour ne plus pouvoir être contenue. Et cela arrivera dans ce pays. Et pour rassurer mon vis-à-vis, pour finir, oui. J'ai fait une double agrégation, mon cher ami. Double agrégation en littérature et en linguistique. Et mon dossier a dû être envoyé dans le monde entier pour être évalué. Alors, je vous assure, en termes d'enseignants, non, vous ne pouvez pas me... Merci, monsieur professeur Avolonta. Merci pour la disponibilité. Les plateaux, comme on le dit, ne se ressemblent pas. Merci aussi à vous, monsieur Richard Blaka. Chers téléspectateurs, merci de nous recevoir ainsi. Les Saint-Doigts de la même ne sont pas égaux, ça arrive quelquefois. 100% Bénin, nous vous faisons compagnie. Si ces citations de Voltaire, soutenons la liberté de la presse. C'est la base de toutes les autres libertés. Et c'est pas là qu'on s'éclaire mutuellement. Prenez soin de vous. À très bientôt.